Ma passion, c'est l'étude de la conscience humaine. L'esprit, certains vont l'appeler l'âme, ses pensées, ses perceptions, ses émotions, comment quelque chose de matériel, un cerveau, dont je tiens ici une impression 3D, obtenue en IRM, comment un objet matériel produit la conscience immatérielle. Je pense que là, on est devant l'un des grands mystères pour les neurosciences et qu'il ne faut pas être trop arrogant. On est très loin d'avoir tout compris sur l'esprit humain et son origine. En même temps, ces technologies en neuroimagerie, par exemple l'IRM, mais aussi le PET scan, l'électroencéphalographie, nous ont permis de mieux documenter et identifier ce qu'on appelle les corrélats neuronaux de la conscience pour ensuite, et là je parle comme neurologue, comme clinicien, traduire cette connaissance vers une meilleure prise en charge du cerveau blessé, des différentes maladies neuropsychiatriques. Alors, qu'est-ce qu'on en sait sur ce fameux cerveau, l'objet le plus complexe connu par l'homme, selon certains? Eh bien, il est composé de cellules, on les appelle des neurones, il y en a des milliards, et ils sont différents de toutes les autres cellules dans notre corps humain parce qu'ils sont connectés, hautement connectés avec des milliers, parfois des dizaines de milliers d'autres cellules à travers des axones, des synapses. Le premier qu'il a identifié, il va recevoir le prix Nobel, c'est Ramón y Cajal, avec des microscopes, il va zoomer, il va identifier ces branches, ces connexions qui vont caractériser le cerveau humain, et d'ailleurs celui de tous les autres animaux qu'on connaît. Aujourd'hui, on dispose de beaucoup plus de technologies pour mieux comprendre le cerveau. C'est ces scanners, la neuroimagerie qui permet de faire des photos. Ici, une image obtenue avec une IRM, une résonance magnétique, grâce au scanner à rayon X, mais surtout la résonance magnétique qui permet vraiment de faire des images, je dirais, haute fidélité de notre matière grise, et ça permet même de les imprimer en 3D. Mais le cerveau, il consomme aussi de l'énergie, plus que n'importe quel autre organe dans votre corps. Et là aussi, on a des machines. C'est la tomographie à émission de positons, le TEP ou en anglais PET scan, qui permet, après injection d'un sucre radioactif, de visualiser la consommation d'énergie, c'est-à-dire l'activité métabolique de notre cerveau. Donc là aussi, une mesure très importante pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et les modifications lors de ces différents états de conscience modifiés, et à nouveau, l'impact que la méditation peut avoir sur le fonctionnement de notre cerveau. Et comme vous le savez, le cerveau, il produit aussi de l'électricité. Là, c'est un autre examen qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Vous avez un exemple ici à ma gauche, je dirais la Rolls-Royce de ces machines avec plus de 250 capteurs qui vont nous permettre d'analyser les différentes bandes de fréquences. Historiquement, celui qui a découvert cette machine a proposé d'appeler alpha l'activité qui est générée par le cerveau quand vous êtes dans un état relax, les yeux fermés. C'est une fréquence de 8 à 12 Hz. Ça veut dire que en une seconde, il y a de 8 à 12 oscillations. C'est comme des vagues dans l'océan. Leur fréquence va identifier le type d'activité. Alpha, c'est une activité qu'on observe quand on est relaxé, les yeux fermés. Dès qu'on va faire un effort mental, l'activité électrique du cerveau va être plus rapide.
on parle d'activité bêta. Ou d'ailleurs quand vous êtes dans le coma, ou en anesthésie, ou dans le sommeil profond, l'activité elle va ralentir. C'est ce qu'on appelle l'activité de type delta, des ondes lentes qu'on va observer dans des états justement d'inconscience. Et d'ailleurs, en méditation, on a identifié des fréquences plus élevées encore, on les appelle gamma, des activités qui peuvent aller aux alentours de 40 Hz, ça veut dire 40 ondes par seconde, et on a une série d'hypothèses pour faire le lien entre l'activité cognitive et ces différentes fréquences mesurées par l'électroencéphalographie. Dans ces différents modules de cours, nous allons ensemble parcourir comment ces différentes techniques nous ont permis d'identifier l'effet de la méditation sur la structure et le fonctionnement de notre cerveau lorsque vous méditez. Ce qui est peut-être moins connu, c'est ce qui se trouve à l'intérieur, ce qu'on appelle la matière blanche. Et ici, vous voyez la matière blanche, les milliers de milliards de connexions qui vont permettre au cerveau, à notre matière grise, de bien fonctionner. Sa force, c'est vraiment la communication. Et ici, on voit comme les grandes autoroutes. On a les deux hémisphères, il y a beaucoup de câblage qui permet ces deux parties de notre cerveau de bien travailler ensemble. Donc la force du cerveau, c'est comment il est connecté, et là aussi avec la résonance magnétique, on va pouvoir faire des images du câblage de notre cerveau. Cette machine permet aussi de regarder le fonctionnement. Et grâce à ces examens-là, nous avons pu identifier qu'il y a deux réseaux de la conscience. Je prends à nouveau une impression en 3D. Là, vous voyez mon propre cerveau, un peu particulier, où on a en rouge le réseau de la conscience du monde extérieur. C'est-à-dire, pour être conscient de ce que je vois, de ce que j'entends, oui, j'ai besoin de mes yeux, de mes oreilles ou du cortex visuel, auditif, mais surtout de ce réseau de la conscience. On l'a observé chez des personnes après un coma, quand ces parties-là sont endommagées, eh bien, il n'y a plus la capacité du cerveau à générer une perception sensorielle consciente. On reconnaît le cortex préfrontal, ici derrière temporo-pariétal. Ensemble, pour les deux hémisphères, ils vont composer ce qu'on appelle le réseau de la conscience du monde extérieur. Et puis il y a une deuxième composante très importante que j'ai ici coloriée en bleu, structure qui nous permet d'avoir des pensées. Cette petite voix qui vous parle en ce moment même, qui nous permet d'anticiper, d'avoir des stratégies pour prévoir le futur, mais aussi d'apprendre de notre passé, la mémoire autobiographique. Là, on a ce qu'on appelle le réseau de la conscience de soi ou de son monde intérieur, à nouveau devant et derrière, un large réseau visible au niveau des deux hémisphères, des deux côtés de notre cerveau. Et donc on a vu avec l'équipe que par exemple, lors non seulement du coma pathologique, mais aussi pharmacologique, c'est-à-dire l'anesthésie, ces deux réseaux vont diminuer leur connectivité, la capacité à intégrer l'information, comme on va pouvoir le mesurer avec l'IRM fonctionnel, aussi dans le sommeil.
et puis les modifications lors des exercices comme la méditation, l'hypnose, toutes ces autres illustrations, je dirais, du pouvoir de l'esprit. Et ensuite, il y a, et c'est très important, ce que je ressens, mes émotions. Et là aussi, il y a un réseau spécifique qu'on peut identifier avec ces différentes techniques en neuroimagerie fonctionnelle. Alors, peut-être que quand Descartes a dit « je pense, donc je suis », il n'y a pas que cela. Je proposerai ici « je ressens, donc je suis ». Et la méditation, c'est une invitation à justement reconnecter avec notre humanité émotionnelle pour d'abord apprendre à être conscient de nos propres sentiments, pour ensuite s'intéresser aux sentiments de l'autre, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous sentez. Développer l'empathie, la compassion, ces techniques de méditation, de bienveillance. Et donc, dans ce cours, on va le découvrir ensemble, la méditation, ce n'est pas magique, c'est simplement des exercices, on pourrait dire une gymnastique mentale, où en fonction de l'activité, de l'exercice que vous faites, ces différents réseaux neuronaux, que ce soit celui des pensées, des perceptions, des émotions, vont être modifiés comme on a pu l'observer lors de nos études en neurosciences cognitives. Et c'est ça l'invitation, d'ensemble faire cette gymnastique mentale qui est l'acte de méditer. Comme neurologue confronté à des patients qui ont subi des dégâts sévères au niveau du cerveau, qui se retrouvent dans le coma ou dans ces différents états de conscience modifiés, qu'on appelait avant état végétatif, c'est un terme péjoratif qu'on n'utilise plus, on parle d'un éveil non répondant, dont certains patients sont dans un état de conscience minimale, ou d'autres dans le locked-in syndrome, c'est-à-dire conscient mais paralysé. Toutes ces études, quelque part, sont une illustration de cette capacité du cerveau à s'adapter à une nouvelle réalité, à changer son organisation, ses connexions, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Évidemment, alors qu'on l'a étudié avec le Coma Science Group que j'ai créé en 2006 au CHU de Liège pour essayer de mieux traduire ces connaissances vers la pratique clinique, ici on parle de cette neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à changer dans un autre contexte, celui de la méditation. Et donc ça pour moi comme neurologue c'était une découverte, un pouvoir que nous avons tous, il ne faut pas être un moine bouddhiste, à impacter notre activité mentale. Comment on réagit à un stress, à une situation particulière, à un vécu émotionnel. C'est quelque chose qui se développe. Ce n'est pas uniquement le résultat de notre matériel génétique. C'est comme ça, je ne peux rien changer. On sait maintenant que le cerveau, il est modulable. Il change en permanence et donc avec les techniques de méditation, on voit cette neuroplasticité, c'est-à-dire les changements au niveau de la structure et du fonctionnement du cerveau. Et donc, avec notre expertise sur l'étude de la neuroplasticité après le coma, nous sommes bien placés pour étudier la neuroplasticité lors de la méditation dans un contexte évidemment hors trauma crânien. La méditation, c'est une gymnastique mentale et c'était fascinant pour nous de voir comment ça impacte la structure et le fonctionnement du cerveau quand vous méditez.